Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là, Shavuot Tov, dans le cadre du programme Israël s'invite chez vous. Nous avons l'honneur de vous retrouver ce soir pour la présentation d'un livre qui est un franc succès déjà. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Valérie Pérez-Zenouchi, que vous connaissez certainement de la télévision, public francophone, public israélien, public français de la télévision iNews 24. Qui va nous présenter, je vais dire, son premier livre, qui est à la fois un essai et un livre de témoignages, un livre aux éditions Ramsey, qui a déjà, alors qu'il est sorti il y a quelques mois à peine, a déjà reçu le prix Edgar Faure pour l'année 2021. Dans le cadre de ce programme, nous allons essayer un petit peu d'échanger avec son auteur. Vous connaissez les règles du jeu de notre présentation. Dans un premier temps, nous aurons une présentation du livre, quelques questions de ma part en tant qu'animateur, et vous pourrez tout au long de la présentation poser vos questions, vos remarques, les choses que vous voulez savoir, que nous transmettrons aux conférenciers pour permettre la conférence de se faire sans aucun bruit de fond autant que possible. Donc voilà, je te remercie Valérie d'avoir accepté notre invitation. J'allais dire quelque part de faire un premier livre, c'est vraiment, je pense, une œuvre. Je sais que c'est un livre qui n'avait pas a priori pour vocation d'être édité, qui était une partie de ton travail de journaliste, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup écouté, qui a beaucoup écrit, et qui puis finalement, le hasard a fait quelque part que tu as mis tout ça en page. Alors, ton livre a la particularité, quelque part, d'être en deux parties, si je me trompe. Une partie un petit peu historique ou sociologique, j'allais dire un petit peu sur la place de la femme dans le monde, et on en parlera le plus possible pour moi. Et une deuxième partie, je crois, de 17 témoignages de femmes à travers un certain nombre de pays. Et là aussi, on essaiera peut-être de prendre quelques exemples pour mieux illustrer notre propos. Donc, dans un premier temps, j'aurais voulu, Valérie, si tu peux nous dire en quelques mots, tu sais qui a été très longtemps journaliste en France, journaliste sportif, journaliste de différents médias très, très importants, et qu'il y a quelques années, tu as fait le pas et tu te trouves en Israël. Un petit peu sur ton parcours, si tu peux. Bien, bonjour à tous, c'est vraiment un bonheur pour moi d'être là avec vous. Je vois que vous êtes déjà nombreux et merci de me donner ce temps de votre soirée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment-là avec vous. Donc, pour répondre à ta question, moi je suis arrivée en fait en Israël en 2012. On est parti en août de Paris, alors qu'on a toujours habité Paris. Mon mari est médecin, moi j'ai toujours été journaliste. Et en fait, le déclic, ça a été les attentats de Toulouse. C'était extrêmement difficile pour moi de réaliser qu'il y avait un antisémitisme comme ça latent, que c'était quelque chose qui était finalement entendu, accepté, parce que c'est vrai que après Toulouse, on a eu énormément de choses, et puis après, très vite, tout est retombé, et puis on a tous revécu normalement. Et moi, j'étais complètement traumatisée. J'avais des petits-enfants qui venaient juste de naître, et puis je me suis dit que ça pouvait nous arriver à tous. Ce qui est arrivé à cette petite Myriam, enfin, et à cette famille, Sandler, mon Dieu, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. D'ailleurs, mon dernier fils s'appelle Gabriel, parce que ça a été pour moi un épisode extrêmement traumatique. Donc, on est parti, on a décidé de partir au mois d'avril, on est parti au mois d'août. Autant vous dire que c'était pas vraiment quelque chose de super réfléchi. Moi, j'entends des gens dire quand on part, quand on fait une alia, il faut bien réfléchir. Nous, on n'a pas vraiment réfléchi, et je pense que si on avait beaucoup réfléchi, je pense qu'on n'aurait jamais passé le pas, parce que il vaut mieux ne pas trop penser à ce qu'on va trouver de différent, parce qu'autrement, c'est vrai on a du mal à bouger, quoi. Donc, on est arrivé, on s'est d'abord installé à Jérusalem. Donc, mon petit Gabriel est né à Jérusalem. Et puis mon mari, donc étant médecin, il y avait encore les histoires d'équivalence de diplôme à l'époque, faisait des allers-retours. Donc je me suis retrouvée avec mes deux enfants toute seule ici à Jérusalem, avec un petit qui venait de naître. Et puis j'avais deux enfants d'un premier mariage qui eux m'ont aussi suivi. Un est rentré directement, ils ont tous les deux fait le programme Massa, vraiment que je recommande pour les jeunes, c'est extraordinaire. L'un est rentré au Ternion, et puis l'autre est rentré directement à l'armée. Donc, autant vous dire que la petite Parisienne de la place du Trocadéro du 16e, qui arrive à Jérusalem avec ses deux grands-enfants à l'armée et seule la majorité du temps, je peux vous dire que ça a été quelque chose
très formateur, mais d'extrêmement nouveau. Et voilà, ça a été une alia où on peut raconter plein d'anecdotes. Et alors aujourd'hui, avec du recul, c'est vrai que je ne regrette pas du tout. Mais le chemin a été dur, il a fallu apprendre d'autres codes, il a fallu comprendre dans quel pays on vivait, il a fallu comprendre les Israéliens, il a fallu qu'on se débrouille dans les administrations, etc. Et aujourd'hui, ça fait, bon, on est maintenant en 2021, donc presque 10 ans, et je suis tout juste bien après 10 ans d'Alia. Voilà. Donc, Parfait. Moi, ça ne fait que 42 ans que je suis en Israël et j'apprends tous les jours. Et je crois que tu as en tout cas l'honnêteté et cette dimension de partage de nous expliquer qu'effectivement, Israël, c'est, je ne vais pas dire un combat, mais c'est une doute, une confrontation au quotidien avec une nouvelle vie. Et je crois que c'est ça aussi qui est enrichissant dans l'Alia. Et surtout, quand on peut le voir avec du recul et sourire et savoir que le chemin parcouru aujourd'hui, avec ta contribution aujourd'hui professionnelle, je crois, qui est reconnue de tous. Donc, revenons à ce livre oui. qui est notre propos aujourd'hui. Donc, je voudrais, dans un premier temps, avec ta permission, avant de parler un peu de quelques portraits, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'effectivement, tu as pris dans ce livre des gens, j'allais dire, de différents pays et donc aussi de différentes religions. Alors, sans être trop sectaire, je voulais savoir si, selon ton analyse, il y avait une place différente de la femme dans le judaïsme, selon la perspective avec laquelle tu as abordé, peut-être découvert, peut-être un peu plus approfondi les autres religions par rapport au judaïsme. Est-ce qu'on est encore en avance, comme on le croit? Est-ce qu'on a été des précurseurs dans certaines choses, ou bien on a encore à apprendre d'autres civilisations, d'autres religions? Écoutez, en fait, je pense que ce livre-là donne énormément de chiffres et donne énormément d'exemples. Donc, libre à chacun de tirer ses conclusions. Concernant le judaïsme, moi, je pense qu'on peut être complètement épanoui en vivant un judaïsme total. Maintenant, ça ne convient pas à tout le monde. C'est vrai que la dame dont je parle, moi, dans mon livre, s'appelle Rachel, elle vient de Méa Shearim. Donc, c'est une femme qui a grandi à Méa Shearim, qui était vraiment, qui avait tous les codes pour avoir une vie heureuse à Méa Shearim. À 18 ans, elle rencontre son mari. Alors son père regarde par la porte de la cuisine comment se passe cette fameuse rencontre. Et puis finalement, au bout de trois rendez-vous, elle décide d'épouser le troisième parce que oui, finalement, c'est peut-être le mieux de tous. Et donc, elle va se marier sans vraiment savoir ce qui l'attend. Elle va passer directement de l'enfance finalement à l'âge adulte. Et puis, elle va se rendre compte au bout de quelques années et plusieurs enfants qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans son couple. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est que son mari est homosexuel et que voilà, et ça peut pas marcher. Donc, elle va partir, elle va décider de s'installer ailleurs, elle va partir avec ses enfants. Et en fait, cette femme, elle n'en veut pas du tout à son mari parce que elle sait qu'il a été sous l'emprise de cette communauté, mais elle en veut par contre, oui, à la communauté parce que tout le monde savait qu'il est homosexuel et qu'il fallait lutter contre ses mauvais penchants. Donc ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et que j'ai voulu raconter dans le livre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureuse dans une communauté orthodoxe. Il y a des femmes qui sont complètement épanouies parce qu'elles sont heureuses de vivre de cette manière-là. Donc en fait, justement, dans le livre, on va rencontrer différentes femmes et on va se rendre compte qu'elles ont toutes les mêmes problématiques, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmanes, que ce soit des asiatiques, que ce soit des hindous. En définitive, les problématiques des femmes sont universelles. Ce livre va parler d'amour, il va parler de harcèlement, il va parler de travail, il va parler de divorce, il va parler de maternité. Enfin, des thèmes qui nous touchent à nous, les femmes. Et voilà. Et donc, moi, j'ai raconté l'histoire de cette femme-là parce qu'elle m'a touchée, comme d'autres m'ont touchée. Mais ça ne veut pas dire, je ne dénonce pas. C'est pas un livre moralisateur. C'est peut-être un livre qui a un petit peu réveillé les consciences. Je voulais savoir si ta réflexion, la préparation de ce livre, en se penchant, j'allais dire, un petit peu sur l'histoire de la femme juive et à travers les textes et à travers notre tradition juive, a encore une place importante, puisque tu as choisi d'aborder le cas de cette femme orthodoxe, bien que je sais que tu as dans ton escarcelle d'autres exemples, tels que la place de la femme dans le kibbutz, qui a été peut-être aussi un des mythes fondateurs de l'État d'Israël. On a effectivement tendance parfois à voir un peu ces deux images d'Épinal.
assez forte dans la société israélienne. Aujourd'hui, tu vis la société israélienne de l'intérieur. J'imagine que tu vois aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. C'est ça. En fait, le livre est traduit en hébreu et on va rajouter donc 2 histoires dans la version en hébreu, cette femme du kibbutz, parce que je trouvais que c'était intéressant justement de raconter comment ça se passait la vie dans les kibbutz avec des femmes et des hommes qui travaillaient finalement exactement de la même manière, avec des genres qui n'existent plus, avec des enfants qui sont élevés dans des pouponneries tous ensemble et très loin de leurs parents. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là et comment quel est l'héritage des kibbutz aujourd'hui? Donc là, je trouvais que c'était une histoire aussi intéressante et je vais la raconter. Et puis, j'avais aussi envie de parler des femmes bédouines, parce que j'en ai rencontré quelques-unes. Et c'est des femmes aussi qui m'ont un petit peu touchée, parce que ce sont des femmes qui travaillent énormément et qui vivent encore dans des endroits assez reculés. Donc, j'avais envie de raconter une histoire d'une femme bédouine. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. D'accord. Donc, est-ce que quelque part, j'allais dire, tu es optimiste sur le destin des femmes, parce que quand on lit, on va peut-être revenir tout à l'heure sur certains exemples avant de rentrer dans la deuxième partie, j'allais dire, il y a une évolution, encore une fois, tu laisses, c'est bien à chacun de pouvoir porter son jugement, et tu ne veux pas prendre de position, tu peux laisser le lecteur se faire une image à travers et ton analyse et les exemples que tu donnes, mais malgré tout, comment tu vois l'évolution, je ne veux pas dire du statut de la femme, mais du destin des femmes quelque part, parce que les histoires j'allais dire, les portraits que tu traces, qui sont tous très attachants, sont pour beaucoup des portraits encore un peu difficiles du statut de la femme dans une grande partie des pays du monde. Alors moi, j'ai grand espoir. En fait, je suis une grande optimiste. Donc, je pense que aujourd'hui, évidemment, on a encore des inégalités qui sont criantes et évidemment, il va falloir avancer pour la parité, l'égalité, etc. Mais je pense qu'on a changé de période et aujourd'hui, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui comprennent que le potentiel des femmes est important et que pour qu'une société aille bien, il faut tirer le meilleur potentiel de chacun en fait, pour avancer plus vite. Donc, en fait, pourquoi j'ai voulu écrire cet avant-propos et cet avant-propos, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'au départ, je voulais juste, mais vous savez, normalement, dans les livres normaux, les avant-propos, c'est 20 pages. Moi, mon avant-propos, il y a au moins 100 pages. Parce qu'en fait, je trouvais intéressant de voir quelle était l'évolution du droit de la femme et ensuite, comment ça se passe vraiment dans la réalité. Et on se rend compte justement que soit certains vont dire ah ben dis donc qu'est-ce qu'on a fait comme progrès, dis donc on part de super loin, et puis il y a des épisodes comme ça, bon, certains m'ont dit ah ben je savais pas qu'en France on avait déjà aboli 2 fois le divorce, donc on apprend beaucoup de choses comme ça au niveau du statut des femmes, de la manière dont tout ça a évolué. Et puis après, quand on voit comment ça se passe vraiment sur le terrain, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et quels que soient les pays où on est, on se rend compte que même quand on est dans un pays reculé, par exemple comme l'Inde, eh ben, en Inde, le troisième sexe, ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Inde, vous êtes homme, femme ou bien transgenre. Ben, sachez que là, il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale, on a voté à l'unanimité en France la loi contre les psychothérapies de transition. Et on est en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, eh ben, on demandait à quelqu'un de faire une psychothérapie pour changer de genre, changer d'attirance sexuelle. Donc enfin, c'est interdit. Alors qu'en Inde, eh ben, on a complètement compris, effectivement, la transidentité, ça existait et elle est complètement acceptée dans la Constitution depuis 2017. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on apprend. Et je pense que selon les choses qu'on a vécues, on va retenir des détails plutôt que d'autres. On va retenir des informations plutôt que d'autres. Tu as dit que finalement, un petit peu, j'allais dire, les différentes civilisations, les différentes religions, les différentes nationalités, encore globalement aujourd'hui, se recoupent dans leur modèle d'approche de la femme, même si on voit des nuances, comme tu l'as donné en Inde. Par exemple, moi, j'ai retenu que Tina, d'Inde, dont tu parles dans ton livre, où tu parles un petit peu j'allais dire, du modèle des castes en Inde, Ouais, sur sa situation, son départ de sa famille, son retour, sa ouais, fin tragique, ouais. sans vouloir faire quoi que ce soit en politique, j'ai l'impression, ça me rappelle un petit peu l'islam extrême, quoi, l'islamisme. Ben, Alors oui, qu'on parle d'Inde.
Oui, 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 ben là, ça parle des castes, oui, et la différence des castes. Et c'est un cas qui n'est pas du tout isolé. Les castes, c'est très important en Inde. Et donc, cette jeune femme, elle va aller à l'université, elle est brillante, toute sa famille a espoir sur son futur et sur elle. Et puis un jour, elle va tomber amoureuse d'un intouchable. Donc, elle va devoir partir, elle va devoir changer de ville, sauf qu'un jour, elle va revenir. L'honneur de la famille est complètement brisé. Donc, les frères vont entendre qu'elle est là. Et puis, bah, ils vont être lapidés, quoi. Et les enfants vont aller à l'orphelinat. Donc, c'est une vie qui est complètement détruite. Et c'est des choses qui existent. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'islam parce qu'il y a on peut aussi vivre de manière très moderne en Inde comme ailleurs. Je crois que c'est la manière dont on a envie de vivre et surtout la manière dont on est d'où on vient et quels sont nos exemples en réalité. Et pour changer, pour avoir envie de passer le pas et de se dire, ben moi, j'ai envie de vivre autrement, comme par exemple Liane, la chinoise. Alors elle aussi, c'est un cas qui m'a énormément marqué. Elle a 27 ans, elle n'est pas mariée, et quand on n'est pas marié en Chine, on est périmé à 27 ans. On est ce qu'on appelle une shangsu. Ça veut dire qu'on est bon à rien, on est bon à jeter. Donc en Chine, il faut savoir que quand on se marie, 4 générations vivent sous le même toit. Donc les parents sont très contrariés, ils se demandent mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là, puisque la fille ne veut pas se marier, comment ça va se passer? Alors ce qu'ils font, c'est qu'il y a des marchés de célibataires. Alors le père va fabriquer un CV en notant toutes les qualités de sa fille. Elle va dire, ben voilà, elle a ça comme qualité, elle travaille comme ça, elle est extrêmement joyeuse, sympathique, travailleuse, fait bien la cuisine. Et puis elle va se retrouver à vendre dans un marché de célibataires. Et donc Liane, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, que ce n'est pas du tout romantique, et elle va décider de rester célibataire et elle va faire accepter son célibat à ses parents. Et ça, pareil, c'est une lutte. Donc, avoir envie de se battre, avoir envie de lutter, avoir envie de partir de Harim pour vivre dans un autre monde à Tel Aviv, c'est difficile. Avoir envie, comme Mira, l'indienne, justement, qui est transgenre, c'est un homme, il se rend compte qu'il n'est pas, il est pas né dans le bon corps, et il raconte son long chemin pour vivre dans sa vérité, ça, c'est difficile. Donc, il y a quand même beaucoup de courage de la part des femmes. Il y a encore beaucoup de souffrance malgré tout. Comment? Beaucoup de Il y a souffrance? encore beaucoup de souffrance. Oui, bien sûr, mais il y a aussi de la souffrance des pères, hein. J'en parle au Japon, parce que vous savez qu'il est impossible de prendre la nationalité japonaise. Et il y a énormément de pères qui ont fait des enfants avec des japonaises. Du jour au lendemain, ils sont rentrés chez eux et ils ont retrouvé leur maison vide. Ça n'existe pas la garde partagée au Japon. Il n'y a pas de droit de visite, ça n'existe pas non plus. Et il n'y a pas de vol entre époux. Ça veut dire que ces Français ou ces Américains sont obligés de faire des procès très longs et très onéreux pour pouvoir avoir la possibilité de voir son enfant. Et quand on dit voir son enfant, c'est 4 heures par mois. C'est comme les détenus de justice ici qui voient leur fils en Israël ou en France. Donc là aussi, c'est la souffrance des pères. Et il y a eu énormément de suicides. C'est quelque chose de très connu, la problématique du Japon. Donc en fait, ce livre, c'est ça. Il met peut-être sous les projecteurs des choses qui nous apprennent en fait sur la vie des pays, sur la loi, sur l'environnement. Il met en garde et peut-être qu'il nous fait avancer aussi dans nos mentalités. Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'habite en Israël depuis plus de 40 ans et Oui. j'ai été interpellé aussi par cette mini-communauté que peu de nos auditeurs qui sont juifs en grande partie, qui connaissent Israël, qui croient connaître Israël. Et toi, en tant que journaliste, un peu journaliste d'investigation, tu arrives aussi à la communauté qu'on appelle en français les Samaritains et en hébreu les Shomronim, qui sont toute petite communauté en Israël. Et là, on se trouve dans un problème de manque de femmes, c'est ça? Oui, en fait, ils sont très peu nombreux, et donc le chef de la communauté a décidé que les Samaritains pouvaient se marier avec des femmes qui ne sont pas de la communauté, à condition qu'elles se convertissent, pour pouvoir avoir des enfants et puis pour pouvoir avoir une communauté qui perdure, parce que vraiment, ils sont très peu nombreux. Je crois qu'ils sont un petit peu plus d'une centaine, ils habitent à Naplouse. Bon, moi, je les ai rencontrés. Et donc, c'est l'histoire de Anastasia. Donc, Anastasia, elle habite à Kiev. Et donc, Kamel. Donc, une partie des gens dont tu parles sont des gens que tu as
rencontrées personnellement, c'est ça? Absolument, oui. Pour beaucoup d'entre eux, je les ai rencontrés, enfin d'entre elles. Sinon, il y a aussi des femmes symboles, hein. Mais par exemple, Mira, la Hijra d'Inde, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'en ai rencontré plusieurs. Et c'est un petit peu l'histoire de la vie de toutes, de ces transgenres qui étaient gardiennes des temples de Maharaja il y a 4000 ans. Et donc, cette Anastasia, elle habite à Kiev et elle est chargée, dans une agence matrimoniale, de trouver justement des femmes à ces Samaritains qui viennent pour se marier, puis pour faire des enfants, et puis ramener ces femmes à Naplouse. Et donc, il se trouve que ce Kamel ne trouve personne, il tombe amoureux de cette femme qui est donc dans l'agence matrimoniale. Et maintenant, eh ben, voilà, elle habite à Naplouse, elle est partie, elle a abandonné Kiev, elle est venue s'installer ici, et puis ils ont des enfants. Et en fait, moi, ce qui m'avait surpris, c'est quand j'étais en reportage là-bas, il y avait plein de petits enfants blonds comme ça qui couraient dans le village, et puis il y avait plein de filles blondes comme ça. Je me disais, mais franchement, on voyait que c'était ukrainienne, quoi, c'était clair. Et on m'a raconté cette histoire, et j'ai trouvé que c'était intéressant, et j'ai eu envie de la partager. Voilà. Et ça, moi, ça m'a rappelé un petit peu indirectement, pas directement, mais ce que fait Abraham quand il prend son serviteur, il envoie chercher une femme pour son fils, parce Mmh. il faut perpétuer, il faut se marier, il faut avoir des enfants, quitte à aller très loin pour chercher. Je crois que cette communauté a pris conscience aussi de la place de la femme pour se perpétuer. Alors, Ouais. évidemment, il y a énormément d'autres exemples très, très intéressants, passionnants, du Liban, de l'Italie, de l'Afghanistan. Euh, Moi, je voudrais quand même que tu nous racontes les exemples que tu choisis, parce que c'est plus proche de nous, de la France. Je crois qu'un d'entre eux parle, j'allais dire, un peu de l'intégration de femmes ou de jeunes Iraniens en France. Ah oui, Euh, alors ça, ouais, absolument. Donc ça, c'est une femme médecin, en fait, qui m'a raconté que lorsqu'elle était étudiante en médecine, elle a vu arriver dans l'amphithéâtre des Iraniens donc, qui avaient fui l'Iran après la destitution du Shah. Et donc ces Iraniens sont arrivés dans les amphithéâtres, ils se sont inscrits en pharmacie, ils se sont inscrits en médecine, et ils vivaient entre eux, et elle avait très envie de leur parler pour savoir ce qui leur était arrivé. Et puis il leur racontait hein, la vie avant de partir en Iran. Il racontait même qu'il y en avait d'ailleurs, il lui a même raconté que sa grand-mère, à l'époque du Shah d'Iran, était venue faire un stage d'infirmière en Israël. Donc, ça explique bien que les rapports justement entre l'Iran et Israël à cette époque étaient formidables. Et que finalement, à l'époque du Shah, c'est vrai qu'il y avait énormément de choses, d'échanges entre Israël et l'Iran. Donc oui, j'ai eu envie de raconter cette histoire parce que je trouvais qu'elle était sympa, d'autant que ce fameux jeune homme est devenu champion de poker et qu'elle l'a retrouvé à la télévision en train de gagner sur une table de poker parce qu'ils sont très forts au poker, les Iraniens. Et donc, elle m'a raconté cette histoire et je dois dire que j'ai beaucoup ri et j'ai trouvé que c'était une jolie histoire. Mais en alors, je sais parlant que la plupart de nos auditeurs n'ont pas lu ton livre, c'est pour ça qu'ils ouais, sont là, pour qu'on leur donne envie de le lire. Enfin, ouais. je te propose, dans les minutes qui viennent, s'ils ont des questions sur le chat, de me transmettre pendant que moi je transmets mes questions personnelles. Je ne voudrais pas être le seul. Moi, je me suis préparé effectivement un petit peu à cette interview et que tous ne l'ont pas forcément fait. Donc, vous avez le temps dans les minutes qui viennent. Euh, c'est un livre que tu dirais, c'est un livre engagé, un livre militant, ou un livre qui se veut, comment on dit en hébreu, une kunat matzav, une image telle que tu la vois, ou tu as rajouté toi-même une sensibilité particulière. Parce que j'imagine qu'un premier livre, on a énormément de choses, on a aussi beaucoup de soi-même qui veut toujours un petit peu rajouter. Ouais. Quel est l'équilibre entre la journaliste, l'investigation et le vécu des gens qui t'ont raconté leur histoire? Ben, moi, dans ce livre, je me suis vraiment épanouie parce que il est vraiment écrit comme un reportage que j'écrirais pour la télé. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout encombrée des détails. Je n'ai été qu'à l'essentiel et j'ai beaucoup cherché. C'est-à-dire que j'ai cherché d'abord quel sens narratif j'allais donner, comment j'allais l'écrire. J'ai cherché longtemps. Et puis en définitive, je me suis rendu compte qu'en employant la première personne du singulier pour les récits, ça me touchait beaucoup plus et je rentrais dans la peau de ces femmes. Donc tous les récits commencent par Je m'appelle Mira.
je m'appelle Saria, je m'appelle Liane. Et là, on rentre dans la peau de cette femme et on comprend mieux ses émotions, etc. Et puis la première partie, c'était une partie qui était beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire. C'était très long aussi parce que j'ai fait de nombreuses recherches. Et puis une recherche en appelait une autre. Puis je me suis rapprochée d'avocats, je me suis rapprochée de sociologues, j'ai voulu savoir où on en était, s'il y avait des évolutions dans la loi. L'histoire, par exemple, que j'ai écrite sur Bahar, l'Afghane, c'est une histoire que j'ai écrite il y a 5 ans. Moi, il m'a fallu 10 ans pour le sortir, ce livre. C'est pour ça, c'était vraiment quelque chose au départ de très personnel. C'était des recherches qui étaient très intimes parce que moi, ça m'intéressait d'apprendre sur le statut des femmes dans le monde. Et encore une fois, je ne pensais pas du tout que ça allait être un livre publié. Ça, c'est la belle histoire. Mais Bahar, quand je vois aujourd'hui le statut des femmes en Afghanistan, moi, ce que j'écris depuis 5 ans, c'est exactement ça. Elle, je l'ai rencontrée. Elle habite à Berlin. Elle parlait de son invisibilité, elle parlait de ce que c'était que la vie à Kaboul avant de partir, elle parlait de ce que c'était qu'une femme qui était encore prépubère, enfin une petite fille et qui était obligée de sortir couverte, de la place des femmes, de la pauvreté, et cette invisibilité dont on entend parler aujourd'hui tout le temps, elle m'en parlait déjà. Et là, pour le coup, quand on parle d'intégration, ben oui, les Afghanes, quand elles partent de Kaboul à pied et qu'elles doivent payer je crois qu'elle a payé 3 000 $ pour suivre un passeur qui l'a fait passer par le chemin des Balkans, dans le froid, qu'elle a peur de se faire violer dans les camps de transit. Et puis enfin, elle arrive à Berlin. Alors, elle est très bien accueillie à Berlin et elle doit alors tout apprendre. Elle doit apprendre l'allemand, elle doit apprendre la culture, elle doit apprendre l'histoire, elle doit apprendre la nourriture. Voilà, donc voilà, quand on parle d'intégration, là oui, pour le coup, c'est une intégration. Après, ça prend du temps parce qu'elle tombe amoureuse de son professeur d'histoire qui a les yeux aussi bleus qu'elle a les yeux noirs. Elle n'avait jamais vu des yeux aussi bleus, donc elle vit en plus une histoire d'amour. Et c'est vrai que pour elle, il y a beaucoup de souffrance, oui, mais il y a aussi beaucoup de victoire et il y a aussi beaucoup d'espoir. Parce que quand on voit le chemin de cette femme-là, ben, ça veut dire que finalement, ben, on peut y arriver, quoi. On peut y arriver. Il y a encore des communautés que tu aimerais rencontrer, des histoires que tu n'as pas encore racontées, sur lesquelles tu travailles. Il y a encore des statuts qui sont, je vais dire, très particuliers. J'ai entendu parler, par exemple, de la femme baï, dont on ne connaît pas du tout le statut dans sa communauté, ou d'autres communautés peut-être africaines qui ont un particularisme où la femme aurait plus d'autonomie ou autant de pouvoir que l'homme. C'est des choses sur lesquelles tu continues à travailler. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la femme en Afrique. Je trouve que l'Afrique est un continent qui est très intéressant. Lorsque j'envoyais mon manuscrit à Ramsey, j'avais pas vraiment fini d'écrire. Il me manquait cette dernière histoire, celle de la Malienne Agnia. Et je voulais absolument que cette Malienne soit dans le livre parce que c'est une femme qui m'avait... et l'histoire de son fils m'avait aussi beaucoup, beaucoup touchée à l'époque. Donc en fait, j'ai travaillé donc à France Télévisions, je présentais le football. Et après le football, j'ai décidé de rentrer dans une instance de football parce que j'avais envie de mettre mon nez dans des dossiers qui étaient des dossiers un petit peu plus profonds, comme le juridique, comment on fait pour travailler le contrat d'un joueur, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir en Afrique longtemps, plusieurs fois. Et justement, au Mali, on avait construit un terrain de foot justement pour les petits Maliens. Et on avait trouvé une manière de leur apprendre à parler et à écrire avec une méthode d'éducation informelle. Et donc, j'ai rencontré ces femmes et en fait, là-bas, quand on parle de football et qu'on a un enfant qui est doué au football, ben, c'est exactement la même chose que quand on a un puits de pétrole. Donc, en fait, le village se cotise quand on a un comme ça qui est un petit peu doué et on envoie ces enfants-là en Europe. Souvent, des agents viennent les chercher. Hein. On se cotise aussi énormément d'argent et ces enfants partent pour passer des tests dans des grands clubs de football européens. Sauf que très souvent, ils passent aucun test. Ils n'osent pas revenir dans leur pays parce qu'ils ont la honte de rentrer et puis d'affronter tout ce village qui a dépensé toutes les économies finalement parce qu'ils ont misé sur cet enfant-là. Et donc l'histoire de cette femme, eh ben, c'est exactement ça, c'est qu'en fait elle a son petit bonhomme, elle élève son enfant seule, elle a cet enfant qu'elle adore qui est doué au football, ils vont tous décider de le faire partir, et puis ce gosse-là ne va jamais rentrer. Sauf que moi, ce gosse-là, je l'ai rencontré, et il était sous les ponts de Clignancourt,
Il n'avait jamais passé aucune détection dans aucun club de foot. Et pour vivre, il dealait. Donc, on a réussi à finalement lui faire revoir sa mère. Et elle a retrouvé, elle avait laissé un enfant, et puis elle a retrouvé un jeune homme, enfin déjà très abîmé par la vie. Donc, en fait, cette histoire, pour moi, elle était importante parce que les vendeurs de rêves, là, les vendeurs de rêves, il faut se méfier des vendeurs de rêves. C'est vrai qu'il y a le foot, le cinéma, ça fait rêver énormément de monde, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent tourner au cauchemar. Donc, il y a beaucoup aussi voilà, ça fait réfléchir. Ce sont aussi des histoires qui font réfléchir. Et c'est vrai que moi, cette histoire, elle m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et ces enfants africains, on avait créé justement un petit livret avec la LICRA pour leur expliquer quels étaient les premiers soins, les premières aides qu'ils pouvaient avoir, ce dont ils avaient le droit en France. Et je me rappelle, on avait utilisé des termes comme ça, très simples. Il y avait beaucoup de graphiques, de signes, de manière à ce qu'ils puissent s'en sortir tout seuls, parce que beaucoup ne savaient pas lire. Mais j'ai trouvé que c'était des histoires tragiques et j'ai eu envie de les raconter aussi. Tu évoques très bien dans la première partie du livre vraiment l'évolution, j'allais dire même d'un point de vue juridique, des lois de vote, des lois sur l'avortement, de la prise de conscience politique, Simone de Beauvoir. Mais à t'écouter, j'ai encore l'impression que Aruka Aderer, la route est encore longue, même si aujourd'hui beaucoup de choses ont évolué, même si aujourd'hui il y a toutes sortes de lois qui protègent le statut de la femme, mais on sent encore cette difficulté, ce besoin de. Il y a encore quelques échelons à traverser, quasiment, j'allais dire, dans presque toutes les histoires que tu racontes, qui sont des histoires vraies et du vécu. Ouais. Bon, hélas, oui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. De toute façon, il y a des faits. Une loi de la parité, c'est 40%, on n'est pas encore à 50%. On est encore obligé d'utiliser les quotas pour engager des femmes. Donc voilà, tout ça doit changer. Aujourd'hui, on est devant un rouleau compresseur. C'est-à-dire que la société est en train de changer de format complètement. On est en train de tout dégenrer tellement ça va vite. Donc, il faut quand même comprendre que chaque personne doit être potentialisée. Voilà. Et c'est dommage que les femmes ne le soient pas encore pour plein de raisons. Parce qu'effectivement, oui, il y a les maternités et que peut-être que c'est sur ça qu'il faut travailler, que pour avoir finalement une carrière qui puisse être intéressante, peut-être qu'il va falloir justement légiférer l'histoire des enfants, de la maternité, etc. Peut-être donner plus de congés paternité aussi aux pères s'ils veulent aussi élever les enfants. Donc, quoi qu'il arrive, même si on essaye comme ça de serrer les fers et de dire je ne veux pas, eh ben, c'est en train de changer. Donc, il vaut mieux réfléchir de manière à ne pas être surpris par le futur et puis avoir un avenir tous ensemble les meilleurs, enfin, à mon avis. Moi, je retiendrai donc le positif que tu as dit. Le positif, j'ai regardé pendant que tu parlais que finalement, on avait un public autant masculin que féminin. Je crois que Ça, je suis ravie. ça, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, je crois qu'on le voit à l'écran. Prix Edgar Faure 2021, c'est une grosse victoire d'abord pour une femme très douée et qui a vraiment apporté quelque chose, je crois. Enfin, moi, vous recommande tous de lire ces très belles pages, ces très belles feuilles écrites par Valérie Pérez-Enucci aux éditions Ramsay, qui est une édition de renom en France. Et je crois que la deuxième édition est en route et vous allez pouvoir les trouver dans les meilleures librairies à Paris. Je te remercie beaucoup, Valérie, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite à tous Shavua Tov et se revoir dans quelques jours pour Israël s'invite chez vous. Oui, juste une petite remarque pour la fin. On soutient le Keren Hayesod qui a lancé sa campagne pour Payimot. Donc, si je t'ai vu, Valérie, sur les réseaux du Keren, si tu pourras dire juste un ou deux mots pour encourager les gens à participer. Ce projet est formidable. C'est pour ça que j'ai vraiment soutenu le Keren Hayesod. L'éphémère, c'est compliqué, c'est difficile la maternité, c'est dur d'être surpris jeune, d'avoir un enfant. C'est pas facile d'élever un enfant, ça coûte cher d'élever un enfant. Et en Israël, eh ben, il y a aussi ce genre de femmes qui se trouvent dans des difficultés terribles. Donc, dans la campagne va lancer, je crois que c'est le 9 novembre, hein, le Keren Hayesod, c'est demain, pendant 2 jours. Chaque euro qui va être donné va être doublé par un gros donateur. Donc, il faut absolument aider ces femmes, parce que aider ces femmes, c'est aussi aider ces enfants à avoir un avenir meilleur.
Voilà, donc les FIMR, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a 20 000 FIMR dans le monde. Israël n'est pas en reste. Et il faut absolument, absolument protéger nos enfants, les aider, parce que l'éducation, ça se passe à une période qui est extrêmement courte, c'est-à-dire qu'après 6 ans, eh ben, les bases de l'éducation sont là. Donc, il faut vraiment que notre... enfin, principalement, faire le maximum pour aider ces enfants. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci Valérie. Et Betzlacha pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Bye, Toda, Shavua Tov.